Il est 8h et ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous êtes à votre émission d'analyse et décryptage, 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Geoffroy Vaha Benabougma. Bonjour, Président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Les 3 et 4 juillet prochains, l'opposition politique sous la bannière du chef du file de l'opposition entend faire une marche dans les 45 provinces pour, dit-elle, soutenir les forces de défense et de sécurité et les personnes déplacées internes. Une marche annoncée et maintenue malgré le remaniement de l'équipe gouvernementale. Comment se prépare-t-elle? Quels sont les enjeux de ces marches dans le contexte politique et sécuritaire actuel? Tahirou Barry est notre convoqué du jour. Il sera auditionné ce matin au titre de porte-parole de chef de file de l'opposition politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Président. Bonjour aux juges. Bonjour. Alors, vous êtes un habitué de ce plateau, vous connaissez les principes de l'émission. L'échange avec les juges, c'est tout à l'heure, après cette première virgule, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec le juge Bougma. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire, où après le retour de Laurent Gbagbo, son dossier de divorce qui a été mis sur la table avec tout ce qu'on connaît comme furie et passion, mais les choses se sont accélérées parce que les deux se sont rencontrés au niveau du cabinet pour pouvoir faire rapidement les choses. Et donc une rencontre qui aurait duré en quelques trentaines de minutes et puis ils sont repartis. Mais bon, c'est l'agence de presse régionale qui apparemment a pu avoir quelques clichés difficiles d'ailleurs à identifier. Tout portait à croire que c'est dans un angle difficilement gérable que les images ont été prises. Mais je dis bien ça a été accéléré malgré tout ce qu'on a pu entendre, parce qu'au départ, il y en a d'ailleurs qui disaient que c'était faux, c'était pas vrai. Donc c'est un Gbagbo qui est décidé à faire le ménage autour de lui, mais également qui s'envole pour la RDC, probablement aussi pour rencontrer Bemba, parce qu'ils disent que c'est une rencontre, c'est un voyage purement privé, mais à côté, il y a son ancien co-geôlier, Bemba, avec qui il partageait beaucoup de choses, et sa seconde épouse, Bamba, et puis Madame Bemba également, s'étaient liés d'amitié. Donc les uns les autres se demandent, est-ce que ce n'est pas aussi pour aller passer un temps avec ce monsieur puis revenir, le temps de souffler un peu. Mais c'est Gbagbo qui retrouve sa liberté de mouvement et qui se déplace. Donc c'est ça aussi la réalité de cette magnanimité du président Alassane Ouattara, qui a décidé certainement de lâcher du lest, parce qu'il y a 20 ans quand même qui pèse sur sa tête. Et si jusqu'à présent les autorités judiciaires et ivoiriennes n'ont pas bougé, tout porte à croire que ce dossier-là aussi est en train d'aller peut-être dans un autre sens. Ce sont des signaux également qui sont envoyés. Mais il n'est pas gracié officiellement, c'est-à-dire que l'homme fort d'Abidjan garde par devers lui toujours une carte en main qu'il peut jouer à tout moment. Donc c'est aussi un Gbagbo qui connaît aussi la détermination de celui qui est en face, et naturellement aussi qui en tient compte peut-être dans ses sorties, dans ses prises de parole. Mais à la fin, l'homme qui a dit qu'il peut rentrer et qui est prêt à lui concéder le statut d'ancien chef d'État avec tout ce qui va avec, ce qui reste jusqu'à présent, c'est qu'est-ce qu'il dit de tout ça. Et pour le moment, il n'a rien dit. Donc c'est aussi un Gbagbo pour le moment qui gère ses affaires privées, mais qui a un temps aussi d'être situé par rapport à cette actualité. Deuxième avant-propos, c'est par rapport à Barkhane. Emmanuel Macron avait dit fin des opérations, ceci, on n'avait pas très bien compris. La mission reste, l'objectif reste, la mission change. Après, c'est Florent Parler qui sort pour dire lâcher cette phrase, ce qui avait créé effectivement une incompréhension. L'objectif reste, la mission change, mais l'objectif c'est quoi? C'est contribuer à la lutte contre le terrorisme. Donc la mission va changer maintenant en force de quoi? Je ne sais pas. Bon bref, mais c'était un rendez-vous qui avait été donné pour fin juin. Et à l'issue d'une rencontre, puis prendre la décision. Sauf que nous sommes aujourd'hui au 2 juillet et cette rencontre de fin juin n'était pas encore arrivée. À entendre le président français, c'est comme ça sonnait comme une réponse à ce que la CEDEAO a pris comme acte d'accompagner le Mali dans le processus de la transition selon leur volonté, parce que la France ne voulait pas de cette façon et Macron aussi l'a dit. Donc, mais à la fin on attend. Donc parce que c'est ça aussi. Donc tant qu'on
on ne dira pas d'abord que c'est nous qui devons nous assumer pour que les autres viennent nous accompagner et pensant que c'est eux qui doivent être devant pour que nous puissions accompagner. Ça va être à un moment donné du chantage et puis ces gens de sortie qui à un moment donné ne nous n'auront pas tout un continent. Je ne parle même pas d'une sous-région. Et c'est comme si, vos États, je m'en fous, comme si on n'avait pas aussi la liberté de prendre certaines décisions et de les assumer. C'était ce que j'avais comme avant-propos. Merci, Juge Bouman. Juge Var. Oui, merci Président. Mon avant-propos, c'est bien la journée d'hier avec la photo de famille du dernier gouvernement avec le remaniement qu'on a eu. Et il y a le Premier ministre qui a été celui-là qui s'est adressé à la presse et on a entendu beaucoup de choses de ce que la dernière situation là a été le détonateur d'un certain nombre d'éléments. Et je reprends même ses propos. Il dit que les différentes attaques que notre pays a connues tout dernièrement, qui ont été d'une gravité extrême, ont interpellé la conscience du chef de l'État qui a estimé que ce réajustement, donc parlant de ce qui a été fait, était donc indispensable. On a le mot de la prise de conscience, on a le mot de ce qui s'est passé a permis de recentrer les choses, mais on attend maintenant de voir quelle réponse sera donnée. Je pense que c'est ce que les Burkinabés attendent. Et puis, on verra ce qui va se passer. Maintenant, quand on parle de prise de conscience et d'éléments de ce genre, il y a un aveu aussi de ce que, tout le monde a été sonné. Le premier étant même le chef de l'État. Donc, on attend vraiment les réponses et que cela vienne vite. Merci, messieurs les juges. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. On l'a dit, l'opposition annonce demain après-demain des marches qualifiées de pédagogiques pour rappeler l'urgence de régler la question sécuritaire et aussi apporter un soutien aux forces de défense et de sécurité aux personnes déplacées. Pour en parler, nous avons à la barre ce matin Taïrou Barry. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre convocation. Alors, pour parler déjà de questions de généralité, mais déjà qui a un lien avec la question sécuritaire, on sait que le motif qui avait été avancé par l'opposition pour claquer la porte du dialogue politique, c'était la question sécuritaire. Et dans la balance, vous avez mis la démission du ministre de la Défense et aussi du Premier ministre. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une revendication qui est satisfaite à moitié. Déjà, un mot sur ce remaniement ministériel. Nous avons pris acte de cette démarche du chef de l'État qui a répondu en partie aux préoccupations à la fois de l'opposition politique et de l'opinion sur la nécessité de procéder à un réaménagement gouvernemental. Cela a été fait en partie et nous estimons qu'il y a encore des efforts à faire. Et nous attendons toujours ces actions fortes du chef de l'État pour, comme il a si bien dit, rétablir la confiance dans le domaine sécuritaire. Alors, un mot sur le choix des hommes pour apporter un sang neuf et surtout l'entrée d'un militaire au gouvernement. Comment cela a été apprécié au sein du CEFOP? Tout d'abord, l'entrée d'un militaire au gouvernement me paraît tout à fait indiquée dans ce contexte de guerre dans notre nation. Et malheureusement, nous constatons que c'est toujours à titre accessoire que le militaire est appelé à occuper ses fonctions. Parce que la fonction du ministre de la Défense a été une fois de plus confiée au chef de l'État. Nous avons vu que cette pratique, en son temps, a apporté ses limites, bien que le chef de l'État ait été à la fois ministre de la Défense au début de son mandat, cela n'a pas empêché l'exacerbation de la crise sécuritaire. Alors nous nous interrogeons pourquoi aujourd'hui encore on revient à cette pratique, alors que la démarche avait été fortement critiquée en son temps à la fois par l'opinion et l'opposition politique. Entrer un militaire dans le gouvernement pour lui faire occuper un poste délégué dans un secteur stratégique et urgent nous paraît quelque peu incongru et nous demandons une fois de plus que la question sécuritaire soit traitée avec toute l'énergie qu'il faut, avec toute la dynamique qu'il faut, et cela nécessite l'attribution d'un
d'un secteur clé à un homme de valeur, de compétences pour prendre en charge cette question. Sur l'aspect sécuritaire, notamment le ministre de la Sécurité, avec mon frère Maxime Koné, que j'ai côtoyé, que je connais bien, pour avoir été mon promotionnaire à la faculté de droit, je dirais simplement que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'ouvrier. Il a présenté une certaine expertise en matière sécuritaire, mais c'est sur le terrain de la pratique que nous allons l'apprécier. D'accord. Monsieur le juge? Alors, lui, il est civil, il y en a que ça dérange. Au niveau de l'opposition, est-ce que ça vous dérange que ce soit un civil? Non, comme je l'ai dit, c'est à l'œuvre qu'on apprécie l'ouvrier. Alors, mais par rapport à celui délégué à la défense, c'est un militaire qui est à la défense, mais vous estimez qu'en tant que ministre délégué, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé, si on vous a bien compris. Mais pour moi, c'est une question de logique. Quand on attribue un poste délégué pour une question stratégique et urgente, cela ne pourra que produire des résultats délégués. Aujourd'hui, le chef de l'État, en raison de ses nombreuses préoccupations, en tant que président du FASO, qui a le devoir d'avoir un regard sur les relations internationales du Burkina Faso, d'avoir un regard sur les chantiers prioritaires comme la santé, comme l'économie, comme l'éducation, comme le chômage des jeunes, il vient encore à s'arroger une autre prérogative qui est encore plus urgente, plus pressante que celle du ministère de la Sécurité. Constatez vous-même qu'à moins d'être un extraterrestre, on ne peut pas avoir les résultats qu'il faut dans ce contexte. Donc c'est une simple logique à notre humble avis. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons des limites. Et quand nous avons des limites, il faut puiser à l'intérieur de notre nation qu'il y a des hommes de valeur, qu'il y a des hommes de compétences, qu'il y a des hommes d'expérience. Il faut puiser à l'intérieur de ces ressources humaines les compétences qu'il faut pour prendre en charge cette question qui paralyse le développement de notre nation. Et c'est ce que nous avons tout simplement voulu indiquer. D'accord. Moi, je voulais bien savoir si la marche que vous projetez pour demain et après-demain a été très bien discutée au sein du CIFOP. C'est la question que je voulais savoir, parce qu'on a au sein de ce même CIFOP des sons discordants. On a entendu celui de Ablassé Ouedraogo qui trouvait l'opportun au regard d'un certain nombre d'éléments qu'il a donnés. Donc, quelquefois, on se demande, est-ce que ça a été discuté avant pour peu qu'on n'ait pas après des sons discordants comme ceux qu'on a entendus? Vous pourriez demander aux membres assidus du cadre de concertation de l'opposition si cette question n'a pas été sérieusement discutée. Elle a été sérieusement discutée et approuvée à l'unanimité. Avec toute ma réserve envers le grand frère Ablassé Ouedraogo, mais je puis vous dire que depuis plusieurs jours, Ablassé Ouedraogo n'a pas assisté à une réunion du cadre de concertation. Donc, c'est par voie de presse que nous apprenons ces publications, que nous apprenons ces observations, alors que, bien qu'étant membre du cadre de concertation, il n'a pris part à aucune rencontre allant dans le sens de cette manifestation. Mais depuis, vous avez vu un peu son point de vue. Est-ce que vous avez discuté là aussi de ce cadre-là de concertation? Est-ce que vous avez discuté? Non, tous les aspects ont été appréciés. Tous les contours du problème ont été appréciés. Et je vous dis que ce sont des échanges francs et sincères. On essaie d'apprécier la situation. On essaie de s'élever au-dessus des considérations partisanes de chaque parti pour voir l'intérêt supérieur de la nation, la cause qui doit nécessiter le rassemblement de tous, qui doit nécessiter l'engagement de tous. La question, il a dévolé. Il y a la question de la marche. Je pense aussi qu'il a donné son avis sur la question du dialogue qui est suspendu, qui devrait reprendre et pour lequel vous avez posé quelques conditions. Là-dessus aussi, il
dit à demi-mot que, bon, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on pose plein de préalables avant de reprendre un dialogue qui, pour lui, devrait se faire logiquement. Est-ce que, même pour la question de la reprise et des préalables que vous posiez, ça a été discuté, vous êtes unanime là-dessus? Vous savez, mon frère, la question sécuritaire est une question existentielle. C'est une question qui fonde l'avenir du Burkina Faso. C'est une question sur laquelle se fondent tous les autres aspects, tous les autres secteurs de notre nation. La politique, l'éducation, la santé, tout est subordonné à la question sécuritaire. Quand on coupe la tête, est-ce qu'on peut pleurer les oreilles? C'est pourquoi nous avons dit il faut arrêter cette dégradation de la situation sécuritaire avant toute autre chose. On ne peut pas aller s'asseoir dans une salle climatisée en train de discuter élection, en train de discuter campagne électorale déguisée, en train de discuter nomadisme politique, pendant que des personnes, des Burkinabés meurent au front, pendant que des déplacés n'ont pas à manger, pendant que des orphelins pleurent chaque jour. C'est une question de pure logique. On ne peut pas être aussi insensible jusqu'à ce point. Donc pour la reprise, il faut que tous ces problèmes soient réglés. Non, nous avons dit qu'il faut maîtriser la situation sécuritaire. Il faut arrêter cette dégénérescence. Nous avons eu près de 132 morts officiels à Solane. Nous avons eu 11 policiers tués, 2 militaires tués. Et pendant ce temps, vous voulez qu'on parle de politique? Qu'on parle de l'élection du maire au suffrage universel? Non, pour moi, c'est une question de décence politique. Et si, avec les actions fortes qui sont attendues, la situation sécuritaire est maîtrisée, mais c'est avec plaisir et en toute responsabilité que nous allons nous asseoir autour de la table de discussion pour parler maintenant des autres secteurs de la nation. Pour vous, le préalable qui est posé, c'est des résultats probants ou bien c'est sentir un début de changement. Parce qu'aujourd'hui aussi, quoi qu'on dise, vous demandiez des départs et tout, ce à quoi le président du Faso a cédé en partie. Donc, je dis, il y a un début, il y a d'abord une oreille attentive à ce que l'opposition dit, mais aussi à ce que le peuple pense, parce que ça aussi, ça a été appelé, quoi qu'on dise, pendant les marches et tout. Donc, on a ces changements-là aujourd'hui. Est-ce que vous le prenez en compte pour la suite? Ou bien vous vous dites, tant qu'il n'y a pas de résultat probant, on ne reprend pas ce dialogue? Non, vous savez que dans la période de l'élection couplée, jusqu'à une période récente, je pense jusqu'au du mois de mars, avril, la situation de sécurité était maîtrisée. Pourquoi il y a eu escalade? Pourquoi il y a eu dégradation? Mais c'est ça, il faut arrêter. Et je pense que c'est tout à fait possible. Nous ne regardons pas pour ne pas dire ce changement, parce qu'il n'y a pas eu de changement, c'est un changement à la tête du ministère de la Sécurité. C'est pas ça qu'on regarde. Parce qu'avant, il y a eu d'autres changements. Il y a eu 4 ministres au niveau de la sécurité. Il y a eu 4 ministres au niveau de la défense. Ce que nous disons, la question des changements n'est qu'un pas vers la maîtrise de la situation sécuritaire. Mais nous attendons qu'il y ait une réponse appropriée, urgente et structurelle sur la question sécuritaire. Et cela passe par des actions fortes. Parce que nous n'avons pas compris pourquoi après Solane, pourquoi après ce drame qui est unique dans notre histoire, immédiatement il n'y a pas eu d'action, ne serait-ce que pour marquer les esprits. 132 morts. Regardez au Niger, en janvier 2020, l'attaque du camp militaire, il y a eu 89 morts. Mais immédiatement, il y a eu un conseil des ministres extraordinaire, avec résultat immédiat, limogeage des chefs d'état-major de l'armée. Parce qu'il y a eu quelque part responsabilité. Et même s'il n'y a pas eu responsabilité, mais on tire les conséquences d'un drame. Parce qu'on peut engager sa responsabilité sans commettre la faute.
On constate simplement que sous ta direction, il y a eu défaillance. On tire les conséquences. Cela n'a pas été fait. Un mois après que le réaménagement ministériel intervient. Pensez-vous que c'est normal? Pensez-vous que c'est normal qu'après ce drame, que ce soit l'opinion publique, que ce soit l'opposition, qui tire sur la sonnette d'alarme, alors que nous avons un exécutif qui est chargé de rétablir la sécurité dans notre pays. Et je profite pour dire, l'objectif principal de la marche, c'est d'interpeller l'exécutif. C'est d'interpeller le chef de l'État sur ses responsabilités constitutionnelles. Parce que l'article 44 de la Constitution lui a fait prêter serment pour dire qu'il va défendre la Constitution, qu'il va respecter et faire respecter la Constitution. Or, l'article 36 de la Constitution dit que le chef de l'État est garant de l'intégrité territoriale. Est-ce que cette disposition est respectée? L'article 2 de la Constitution dit le droit à la vie, à la sûreté, l'intégrité physique sont garantis. C'est respecté? 2000 morts, des massacres que nous enregistrons. Donc, c'est pour interpeller le chef de l'État sur ses responsabilités constitutionnelles. Où est le mal dans cette démarche? D'accord. Alors, pour rappeler le caractère urgent de cette lutte contre le terrorisme, là, vous avez décidé de marcher effectivement demain et après-demain. Nous sommes à jour J-1. Au niveau de l'opposition, est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour cette marche-là? Bon, les préparatifs sont dans une grande dynamique. Tous les aspects sont pris en compte à travers les commissions qui ont été créées. Nous avons demandé aux services de sécurité de nous accompagner dans la sécurisation de la marche. Et à l'intérieur du comité d'organisation, il y a une commission sécurité. Il y a d'autres commissions comme la mobilisation, comme la communication. Et je pense qu'on sent une certaine dynamique de toutes ces commissions en vue de réussir cette manifestation de façon pacifique. Alors, la question qui se pose, c'est surtout l'opportunité de cette marche-là. Geoffroy va rappeler tantôt la sortie de Ablassé Ouedraogo. On a des organisations de la société civile qui étaient très souvent du côté de l'opposition, qui aujourd'hui refusent de participer parce qu'on pense peut-être qu'il y aurait un agenda caché. Tout à l'heure, vous le rappelez, pour cette marche-là, il faut mobiliser des forces de défense et de sécurité dans les 45 provinces pour la marche, alors qu'au même moment, il faut sécuriser ces zones-là et les populations. Est-ce qu'il n'y a pas comme un paradoxe? On a véritablement besoin d'aller dans la rue pour montrer aux forces de défense et de sécurité qu'on est avec elles. Vous avez posé beaucoup de questions à la fois. Mais ce que je peux vous dire, il ne faut pas qu'on se trompe d'analyse et d'appréciation. Le droit de manifester est un droit constitutionnel qui est garanti par l'article 7 de la Constitution. Tout ce qu'on dit, c'est de s'exercer conformément aux lois en vigueur. Nous estimons qu'il y a un problème. Nous avons le chauffeur d'un car qui est en train de conduire ce car dans des conditions inappropriées, avec tout ce qu'il y a comme risque pour tous les passagers du car. Faut-il se taire en tant que passager sur cette conduite risquée du chauffeur juste pour préserver l'unité de tous les passagers? Nous estimons que ici, c'est une prérogative constitutionnelle visant à interpeller celui-là qui a la charge de la conduite de la destinée du Burkina Faso sur ses responsabilités, sur ses missions. Et ce n'est pas la première fois qu'une marche est organisée au Burkina Faso pour dénoncer l'insécurité, pour dénoncer les attaques terroristes. Le 29 septembre 2018, à côté, sous la conduite du chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, il y a une marche qui a été organisée. Est-ce qu'il y a eu apocalypse? Moi, je ne comprends pas cette agitation autour d'une manifestation qui se veut pacifique, silencieuse,
C'est une forme de procession. Je rappelle qu'à Titao, c'était la même chose qui était annoncée, mais on s'est retrouvé avec un haut commissariat qui a été saccagé. Oui, mais est-ce que l'opposition a les moyens aujourd'hui de maîtriser ces marches-là? Parce qu'on connaît le contexte, vous l'avez dit, il y a une grogne sociale. Le contexte aussi est assez... Vous êtes sur un terrain glissant. Vous avez posé la question tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y a des dispositions sécuritaires qui ont été prises. Nous avons demandé aux forces de l'ordre de nous accompagner. Nous avons une commission sécurité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un risque qu'on doit se laisser paralyser. Vous faites vos émissions chaque matin, tribunal de l'actualité. L'invité que vous recevez, il peut faire des dérapages qui peuvent engager votre responsabilité en tant que journaliste. Mais est-ce que c'est une raison pour vous de ne pas faire l'émission? Il y a toujours un risque dans toute action. Mais nous disons que le risque ne doit pas paralyser l'action. Nous avons un problème. Nous estimons qu'il y a lieu d'interpeller ceux qui ont la charge historique de prendre leurs responsabilités. C'est une interpellation, conformément aux dispositions constitutionnelles. Et en cela, il y a d'autres aspects. Nous avons dit, aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons près de 1 500 000 déplacés. Vous, en tant que journaliste, je suppose que votre organe a fait des reportages. Allez-y dans le camp des déplacés. C'est la détresse, c'est les larmes, c'est la tristesse. Des femmes qui sont obligées de se prostituer pour 500 francs pour pouvoir nourrir leurs enfants. C'est des orphelins. À peine un repas par jour. 1 500 000 Burkinabés. Et pendant ce temps, à Ouagadougou, c'est les djandjoba, c'est les maquis, c'est la bière qui coule à flot. Nous estimons que nous avons d'ailleurs tardé à engager cette manifestation. Parce que c'est une prérogative des partis politiques. Quand on dit qu'on parle de récupération politicienne, ça veut dire quoi, récupération politicienne? On ne doit pas oublier la fonction tribunicienne des partis politiques. On ne doit pas penser qu'un parti politique, c'est seulement la conquête du pouvoir. Mais un parti politique, c'est d'abord l'intermédiaire entre le peuple et le gouvernement. Donc, le parti politique, digne de ce nom, doit savoir recueillir les aspirations du peuple, les préoccupations du peuple, les exprimer à travers une tribune et interpeller le gouvernement. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Mais c'est une prérogative constitutionnelle. Et je dis également, en plus de la question des déplacés, il y a le soutien aux forces de défense et de sécurité. Vous avez vu le dernier courrier confidentiel sur les confidences d'un soldat? Mais c'est un cri de détresse. C'est un cri d'alarme. Vous voulez qu'on reste insensible à cela? Vous voulez qu'on reste indifférent à cela? On a dit, l'indifférence, c'est la paralysie de l'âme. Vous pensez qu'il faut combien de temps, combien de morts au sein des populations, au sein des forces de défense et de sécurité pour qu'on réagisse enfin? Moi, je vous pose cette question. Les OSC et autres qui posent des théories que j'ai du mal à comprendre. Dénoncer l'inertie, l'inaction de l'État et refuser à interpeller l'exécutif. Parce qu'ils n'ont pas une claire lecture de votre agenda politique. C'est ce qui a été dit. Vous savez, permettez-moi de prendre des images. Vous êtes dans une case qui brûle. Vous êtes des enfants d'une même case. La case brûle. Et un enfant se lève pour dire qu'il ne va pas accompagner l'autre enfant pour éteindre l'incendie au motif qu'il ne scanne pas le même nom de Dieu. L'autre dit Alléluia, l'autre dit Takbi. Donc, à cause de ça, on ne doit pas aider à éteindre l'incendie. Non, c'est une cause commune. C'est la nation qui est en danger. C'est l'avenir de la nation qui est en jeu. Mais il faut se donner la main. Transcender les considérations politiques. Transcender les divergences. Et se concentrer pour arrêter le mal qui nous gangréne. Le mouvement que vous critiquez est resté en justice, donc à chacun ses méthodes. Quoi? Le mouvement que vous ne nommez pas a resté en justice, donc à chacun ses méthodes. On n'a pas besoin de faire une heure de droit pour savoir que ça ne peut pas prospérer. Mais à chacun ses méthodes au moins. Oui, mais ça ne peut pas prospérer, c'est une évidence. Est-ce qu'une structure associative peut attaquer le gouvernement? Mais il y a quand même des règles en la matière. Peut-être que c'est une communication politique. Mais est-ce que dans ce contexte, c'est nécessaire?
Je ne comprends pas. Juge Bourma. Ouais, moi, là, avant de venir à ça, j'avais une question. Le dernier camp de déplacés internes que vous avez visité, c'est lequel? Vous savez, en matière d'œuvre sociale, il faut éviter de s'exhiber. Non, ce n'est pas de l'exhibition. Vous avez l'occasion de dire au Burkinabé que vous avez touché du doigt des réalités. C'est ce que je veux savoir. Ce n'est pas de vous dire de communiquer sur les œuvres sociales. Non, c'est pas ça. Vous êtes un homme politique. Vos actions également je veux vous intéressent dire, le Burkinabé. je ne peux pas faire 3 mois sans rendre visite à un groupe de déplacés. Je ne peux pas faire 3 mois. Je n'ai pas besoin de m'exhiber ici. Ce n'est pas nécessaire. Vous serez les premiers à crier encore à la récupération politicienne d'une situation. Je ne réponds pas à cette question. Pourquoi? Et j'estime que ça ne relève pas d'une décence morale que d'aller dire que nous avons visité tel site de déplacés, nous avons fait tel don. Je n'ai même pas demandé quel don vous avez donné. J'ai demandé visiter. Je n'ai pas dit quel don vous avez donné. Moi, je n'ai pas dit. Donc, je vous réponds que je ne peux pas faire 3 mois sans visiter un site, un groupe de déplacés. Et le dernier site, c'est quel site? C'est ce qui m'intéresse tout simplement. Bon, écoutez, je ne vais pas vous donner ces informations parce que, à mon humble avis, ça ne relève pas d'une information qui peut intéresser l'opinion. C'est à mon âme et conscience que je mène ces actions. Parce que au même titre que les différents dons qui sont effectués, on n'a pas besoin de venir s'asseoir sur un plateau de télévision pour le dire. C'est à quelle fin? Dites-moi à quelle fin. Répondez à ma question, c'est tout simple. C'est tout ce que j'ai posé. Écoutez, je refais une réponse. Je ne vais pas répondre à une question sans que vous me présentiez la finalité de cette question. Non, parce que toutes les questions que vous devez... Non, je ne suis pas obligé de répondre à cette question parce que c'est curieux parce que toutes les questions qui ont été posées, aucune intention n'a été donnée, vous avez répondu. Oui, mais il y a des questions qui ont des finalités. Par exemple, sur l'opportunité de la marche, vous n'avez pas donné, vous êtes attaqué à ceux qui sont gênés par votre marche. Mais les réponses claires n'ont pas été données, même s'il n'a pas répondu. Moi, je vous ai écouté votre réponse. Mais maintenant, vous voulez que je vous donne une intention de ma question, alors que les autres, vous ne l'avez pas exigé. Pourquoi? Dites-moi aujourd'hui, quelle est la finalité d'une réponse que je peux donner sur la visite d'un groupe de déplacés aujourd'hui sur ce plateau? Dites-moi. C'est à vous de répondre à ma question. Si vous n'avez pas visité, dites que vous n'avez pas visité. Si vous ne vous souvenez pas, dites que vous ne vous souvenez pas. Ok, je vous dis que je ne vais pas donner cette information parce que je l'ai fait à mon âme et conscience. Alors, cela ne relève que de ma conviction personnelle. Okay. Et ce n'est pas ici que je vais l'exposer. Mais au niveau de l'opposition, le cadre de concertation, quel est le dernier camp que le cadre a visité au niveau du chef de file de l'opposition? Bon, ça, vous pouvez poser la question au cadre de concertation. Vous êtes membre du cadre de concertation. Ici, vous avez même pris part à une réunion où Ablassé n'a pas pris part. Vous avez dit que vous trahissez ce qui n'y a pas été. Vous avez dit ça. Donc, si vous avez pris ces mesures, vous pouvez nous dire nous, opposition, nous avons été sur tel camp, nous valons le pouls de la situation que nous avons. Sur ce point, je vous réponds clairement. Il n'y a pas eu une action concertée du cadre de l'opposition pour visiter un site de déplacés pour le moment. Ok. En fait, vous avez dit à Ouagadougou, il y a eu les attaques, la bière coule à flot et tout, mais ça, c'est en même temps des responsabilités individuelles et ou collectives. Passer le temps des deuils, c'est fini. Et ça, c'est tout le Burkinabé. Il y en a qui parlent mieux des camps de déplacés internes sans avoir vu le camp. Ils sont très nombreux à le faire. Et donc, c'est ça aussi, une situation exploitée par des gens qui n'ont même pas encore vu un seul camp, mais qui connaissent mieux ce qui se passe dans les camps. Donc, là aussi, c'est le Burkinabé. Donc, quand vous entrez à Ouagadougou, vous sortez hors de Ouaga, vous savez que nous sommes dans une situation très compliquée. Vous revenez à Ouagadougou, c'est pas évident. Même Kaya, il y a une quinzaine, 20 km de Kaya, dans certaines zones, c'est très difficile. Mais vous rentrez dans la ville de Kaya, ça bouge. La même bière coule à flot. Donc il y a aussi un travail de conscience que les partis politiques et les organisations de la société civile également doivent faire. Vous avez donné le rôle des partis politiques, servir d'interface entre les populations et le gouvernement. Oui, je suis d'accord. Mais il y a aussi l'éducation, la politique que nos partis politiques pratiquement ne font même pas. En dehors des campagnes et des quand on est d'accord ou on n'est pas d'accord, on revient dans la rue, c'est fini, il n'y a pas de rendez-vous avec les populations. Ça, c'était un commentaire. Mais une autre question. Sur la table des revendications, il y avait le départ du Premier ministre et du ministre de la Défense. Vous avez obtenu le départ du ministre de la Défense. Il reste également celui du Premier ministre, vous ne l'avez pas obtenu son départ. Moi, la question, c'est en fonction de
Est-ce que vous maintenez toujours cette exigence du départ du Premier ministre? Il n'y a aucune raison de renoncer à cette exigence. Parce que les raisons qui ont déterminé cette revendication n'ont pas été traitées. Je pense que le Premier ministre est une personnalité, à titre personnel, que je respecte, mais qui a fait une sortie que personnellement je n'ai pas compris. Le fait de dire qu'il n'a pas de stratégie contre l'insécurité me paraît quelque peu assez gros. Je pense qu'il était impérieux pour lui, si j'étais à sa place, de venir s'expliquer. Est-ce qu'il s'agit d'une boutade, comme certains portent à le croire, ou bien il s'agit d'un véritable aveu sur l'inexistence d'une stratégie de sécurité? Parce qu'on dit effectivement qu'il n'y a pas une politique stratégique de sécurité pour le moment au Burkina Faso. Si c'est ce qu'il a voulu dire, moi je pense qu'il est nécessaire qu'il s'explique. J'insiste, le Premier ministre est une personnalité que je respecte, d'ailleurs à qui je rends visite. J'estime que, en dehors de ces relations personnelles entre nous, en tant que chef du gouvernement, il a fait une affirmation. Tant qu'il ne va pas clarifier cette affirmation, l'opposition sera en droit de réclamer son départ. C'est une question de pure logique. Une deuxième question. Pourquoi vous n'avez pas demandé le départ du ministre de la Sécurité? Cette défense est Premier ministre seulement. Celui de la Sécurité n'avait pas été demandé. Celui de la Sécurité n'a pas été demandé simplement parce qu'au cours du dialogue politique, il a fait un exposé qui nous a permis de comprendre un peu la dimension de sa responsabilité dans ce qui est arrivé. Le ministre de la Défense, à travers le chef d'état-major de l'armée, a fait également une communication. Ça nous a permis de cerner toute la responsabilité dans les différents drames qui sont advenus. Au moment où on faisait cette démarche de réclamation des différents départs, il n'y avait pas eu cette sortie du ministre de la Sécurité sur la question des VDP. Et je pense que c'est ce qui a précipité un peu l'unanimité sur la laissée pour lui de partir. Donc le Premier ministre doit partir pour sa déclaration à l'Assemblée nationale, ou bien c'est en lien avec ce qui s'est passé à Solhan et les 11 policiers tués? Oui, mais c'est des questions qui sont liées. Vous, en tant que journaliste, ou bien en tant que responsable de Truth TV, vous dites que vous n'avez aucune stratégie de marketing pour votre maison. Je ne sais pas pourquoi vous êtes DG. Supposez que c'est une boutade, puisque vous l'avez dit. Mais si c'est une boutade, qui vient nous expliquer. Et est-ce que c'est le lieu de faire une boutade à l'hémicycle? Est-ce qu'au dialogue politique, ça a été mis sur la table? Naturellement. Et qu'est-ce qui a été fourni comme réponse? Vous savez, vous avez des questions qui me paraissent souvent inopportunes. Ça intéresse si aussi le dialogue. Si on parle de dialogue politique, on n'est pas obligé de tout mettre sur une table, sur un plateau de télévision. Je le dis parce que dans l'argumentaire, que ce soit le chef de file de l'opposition himself ou vous-même ce matin, l'argument la sortie du Premier ministre à l'Assemblée nationale, répondant à une question d'ailleurs du chef de file de l'opposition sur la stratégie, effectivement, il a dit. Donc, vous reprenez l'argument à souhait. Il y a eu une occasion du dialogue politique. Vous mettez sur la table la question sécuritaire. La même phrase revient. Vous avez demandé un point de la situation. Le ministre de la Sécurité, vous dites, vous a convaincu. Celui de la Défense, à travers l'état-major... Non, attention, je n'ai pas dit qu'il nous a convaincus. Il vous a... Non. Je n'ai pas dit qu'il nous a convaincus. Mais vous n'avez pas demandé son départ vous, parce les que journalistes, vous essayez souvent de prendre certains raccourcis. Ici, il n'est pas question de prendre des raccourcis. Non, vous avez dit qu'il nous a permis... Il nous a situé sur la dimension de ses responsabilités. C'est pourquoi vous n'avez pas demandé son départ. Donc, mais je ne dis pas qu'il n'a pas été responsable. Mais, M. Bougouma, oui. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin pour venir... Non, pour moi, c'est des raccourcis. C'est des raccourcis. Vous insinuez que je prends quoi? Peut-être c'est un escafé sans sucre. Je ne comprends pas. Non. Ok, maintenant, pour préciser votre question pour l'éviter. Moi, je précise. Vous dites que le ministre de la Sécurité vous a fait un point sur sa responsabilité et vous avez estimé qu'il n'était pas nécessaire de demander son départ. Mais si vous dites qu'il ne vous a pas convaincu, je peux vous conseiller. Oui, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Mais au moins, sa responsabilité, vous l'avez dégagée.
Maintenant, celui de la défense, à travers l'état-major général des armées, est responsable. Donc, comme le mot convaincu dérange, est responsable. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est leur chef, qui a aussi dit qu'il n'a pas de stratégie. Moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que ça a été mis sur la table et quelle est la réponse qui vous a été donnée, boutade ou pas? J'ai besoin de savoir. Et ce n'est pas moi seul. Ne ramenez pas la... Non, ce que moi, je veux vous dire, au sortir du dialogue politique, nous avons pris la juste mesure sur les insuffisances de la réponse sécuritaire face à la menace terroriste. Et ici, le responsable, c'est le ministre de la Défense. Le responsable, c'est le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement. Et sa responsabilité est accrue à travers sa sortie qui a consisté à dire qu'il n'a pas de stratégie. Alors, cette question a été examinée et jusqu'au moment où je vous parle, nous ne considérons pas toujours qu'il s'agit d'une boutade. Parce que lui-même, il ne s'est pas exprimé. Et je suis obligé encore de dire, avec un pincement au cœur, c'est vraiment un tonton pour moi, le Premier ministre. Quand j'ai écouté sa sortie hier après le Conseil des ministres, qui consiste à dire que l'opposition est dans un rôle de politique politicienne. Vous voyez comment on ramène cette prérogative constitutionnelle de l'opposition politique à un simple jeu, à une forme d'agitation stérile. Vous voyez, le Premier ministre, une personnalité que je respecte, qui avait l'âge de mon père quand il venait en tant que Premier ministre. Mon père à son âme, 71 ans. Je le considère comme un père. Moi, je me dis, en tant que chef du gouvernement, il y a certains propos aussi qu'il ne faut pas tenir. Parce que l'opposition est dans une mission sérieuse pour essayer d'attirer l'attention de façon républicaine à travers une marche silencieuse sous forme de procession. Vous avez vu avec seulement les 17 morts en France en janvier 2015, Charlie Hebdo, il y a eu plus de 1 million de marcheurs avec près d'une quarantaine de dirigeants. Mais est-ce que c'est mauvais en soi? C'est différent, c'était pas une marche de l'opposition française. C'est différent. Okay. Parce que là, c'est une marche de l'opposition burkinabé. Mais l'initiative est prise par l'opposition, mais la marche concerne tous ceux qui ont à cœur d'avoir un Burkina plus sécurisé, plus uni, plus paisible. Juste on va permettre au juge de placer un mot. Oui, allez-y. Bernard, dis-moi où tu prends ton café, je pense que ça serait intéressant. Non, ce matin, je suis choqué par son attitude. Bon, en tout cas, je me pose des questions. D'accord. Bon, je viens sur ce que vous abordez tout à l'heure. Ce que vous avez prêté comme intention de prendre au bon, saisir au bon une balle, parce que ça sert bien. Mais il y a beaucoup aussi qui, quand ils regardent, c'est pas seulement, je veux dire, le parti au pouvoir. Il y a beaucoup de Burkinabés qui disent, mais quand à un moment donné aussi, le Burkina traversait ces mêmes meurtrissures un peu avant les élections. Vous vous rappelez, même en novembre, Tinakov, on a vu, c'est 15 soldats qu'ils ont, 14 ou 15 soldats qu'ils ont tués. Mais en ce moment-là, toute la classe politique était préoccupée qu'à aller faire la course pour le fauteuil et la course pour les autres postes qu'on connaît. Et en ce moment, il y a beaucoup de Burkinabés qui disaient, nous, ne sommes pas concernés par votre affaire parce qu'on est en train de vivre des douleurs et des turpitudes. En ce moment-là, il y avait... Vous étiez tous d'accord, hein? Comme aujourd'hui avec la question du dialogue politique, non, tant qu'on ne règle pas aujourd'hui, on ne va pas accepter de venir débattre de ces questions électorales alors qu'il y a cette souffrance. Mais il y avait cette souffrance-là. Et puis, vous avez fait campagne. Vous êtes allé dans les hameaux, en tout cas, où vous pouviez. Et puis, vous n'êtes pas parti là où vous ne pouviez pas. C'était la situation du Burkina. Mais ça, vous l'avez fait. Qu'est-ce qui change? Pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Elle est fraîche. OK. Lors du dialogue politique de 2019, la question sécuritaire n'était pas inscrite à l'ordre du jour du dialogue. C'était juste la question électorale. Mais l'opposition avait exigé en son temps que cette question soit prise en compte. La question a été prise en compte. L'Assemblée nationale avait délibéré pour dire, au regard de la situation sécuritaire, il y avait lieu de proroger le mandat des députés. Donc, le dialogue politique a estimé que ce n'était pas opportun.
de façon unanime, pour ne pas dire consensuelle, il était décidé d'aller aux élections. Vous voulez que, quand c'est une question qui est ainsi décidée, un candidat à l'élection doit rester à la maison tout en se disant candidat? Je dis seulement que j'ai l'impression qu'on s'émeut d'une situation qui a déjà été et pour laquelle les raisons politiques et les objectifs politiques ont primé. Moi, je parle ici du dialogue politique. Il s'agit ici d'une tribune où les acteurs de l'opposition et les acteurs de la majorité s'asseyent pour discuter point par point sur les préoccupations de la nation. C'est pourquoi je vous dis que cela ne me paraît pas conséquent dans ce contexte. Qu'est-ce qui est différent dans la logique? Mais ce qui est même curieux, c'est qu'on a vu toute l'indignation de la classe politique quand vous-même, qui étiez député à l'Assemblée nationale en son temps, l'Assemblée a produit son rapport qui avait demandé le découplage des législatives, tenir la présidentielle étant donné que la circonscription électorale, c'est le territoire national avec tout ce qu'il y a comme réalité, mais découpler et tenir les législatives en novembre 2022, le temps, avec des recommandations claires là-dedans, que les Burkinabés voient ensemble pour régler la question sécuritaire dans la cohésion et tout. Mais la classe politique était indignée. Vous-même, député, vous avez eu chaud. Certains, dans leur parti politique, ont eu chaud pour avoir eu le courage de le dire. Non, il faut aller aux élections. Et puis, c'est l'occasion d'ailleurs de renverser le MPP. Certains ont dit, opposants ont dit à leurs députés, nous ne vous comprenons pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas, dans ces conditions-là, le faire, alors que vous savez que rapidement, le MPP va tomber parce que les résultats ne sont pas à leur faveur. Sur le plan sécuritaire, ça ne va pas. Des députés ont eu chaud, je vous le dis. Mais on est allé aux élections, comme Geoffroy l'a dit. Allons aux élections. Il n'est pas question de découpler. Pourquoi l'Assemblée nationale fait ça? Et puis, on est allé aux élections dans ces conditions. Et des députés vous avez ensemble relu la loi pour que dans des circonscriptions où il y a un problème, toutes ces réalités puissent être prises en compte pour qu'on aille aux élections. Des Burkinabés ont dit, attention, ce que l'Assemblée dit, il y a une part de vérité dedans. Mais le politique n'a pas voulu entendre. Allons aux élections. Vous êtes allés aux élections. Mais pour les municipales, c'est encore loin et puis ce n'est pas les mêmes enjeux. Parce que là, il n'y a pas un fauteuil présidentiel, il n'y a pas un poste de député. C'est juste les municipales qui n'intéressent pas certains cadres du chef de l'opposition. Moi, je pense que dans votre analyse, il ne faut pas occulter l'esprit du dialogue politique. Et le dialogue politique, quand il prend des recommandations, elles ont tendance à s'imposer même aux institutions. Et je pense que c'est ce qui a été constaté. Ok, je voulais peut-être ajouter quelque chose. Vous l'avez dit, les marches sont maintenues. Aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique de sécuriser un peu pour qu'on puisse aller à cette marche-là. Mais on l'a dit, l'enjeu aussi pour l'opposition, c'est la mobilisation. Sur le terrain politique, il y a aussi le parti au pouvoir qui communique. On a vu la sortie de la PMP. Votre regard par rapport à ça, est-ce que vous n'avez pas peur au niveau de l'opposition que ça soit un flop? Moi, je pense ici, il faut mettre en avant la symbolique. Il s'agit d'une marche pacifique, silencieuse, pour soutenir les déplacés, soutenir les FDS qui ont lancé des cris d'alarme et interpeller le chef de l'État sur ses prérogatives. Deuxièmement, je suis peiné, franchement, quand je vois les différents articles, les différentes déclarations de ceux qui ne sont pas partie prenante de la marche. Ces déclarations qui ont tendance à catégoriser les Burkinabés en ennemis du peuple ou en patriotes de la nation, selon qu'on est pro ou contre la marche. Je suis peiné. Il ne faut pas intoxiquer l'atmosphère pour une marche qui est animée par l'esprit républicain. Et en islam, on le dit, le prophète l'a dit, l'acte ne vaut que par l'intention qui l'accompagne. L'intention est noble. Alors pourquoi toute cette agitation? Et je profite pour dire, il y a une vidéo qui circule sur un responsable de jeunesse du parti au pouvoir qui appelle à des actions plus ou moins belliqueuses. Et ça, je pense que le cadre de concertation va apprécier et s'il y a lieu, engager une action en justice. C'est quel responsable et quel parti? En tout cas, c'est le parti au pouvoir. Et je pense que dans les heures à venir,
nous allons apprécier la situation et s'il y a lieu, engager une action en justice parce que nous sommes dans une démarche républicaine. Et deuxièmement, il faut aussi regretter qu'à l'heure où on prône les valeurs de la démocratie, que l'organe de presse, la RTB, puisse refuser de prendre les spots de l'opposition politique dans le cadre de cette marche. C'est un recul que nous ne comprenons pas. Et je pense que mon ami Mathias Ankono, président du Conseil supérieur de la communication, que je connais pour son sens du devoir, va rétablir la vérité dans ce sens. Qu'est-ce qui a motivé le refus? On vous l'a dit au moins? Il n'y a pas de motif. Le motif officieux que nous avons reçu, c'est de dire que comme le chef de l'État a manifesté son opposition à la marche, donc l'organe de presse ne peut pas diffuser l'élément. Alors que vous savez qu'un média public, il est au service du public. C'est un service public. Alors, ce n'est pas au service de l'exécutif. Monsieur Barry, il y a beaucoup aussi qui estiment que s'il y a autant de suspicions, c'est à travers le comportement de certains leaders du CEFOP. On a reçu ce mot qui est sur ce plateau qui, par exemple, estime qu'il ne comprenait pas ce déplacement du chef de file de l'opposition du côté d'Abidjan, selon ses dires, à quelques jours de la marche. Est-ce qu'effectivement le chef de file de l'opposition est parti à Abidjan? Est-ce que c'était une visite officielle et quel était l'objet de cette visite-là? Est-ce que c'était pour prendre des instructions comme l'invité l'avait dit ce jour-là? Vous savez, dans le cadre de consultation politique, nous ne sommes pas des gosses. Nous savons ce que nous faisons. Il s'agit là d'une question interne au CDP. Non, le déplacement de Eddy. Oui, c'est une question interne au CDP. Vous avez, par exemple, c'est un exemple qui n'a aucune réalité. Vous avez le MPP qui, en 2026, fait un congrès, prend le président Roch comme président d'honneur, qui s'en va peut-être se reposer à Cotonou. Est-ce que pour une action majeure, le MPP ne va pas aller le consulter à Cotonou? C'est une question interne. Mais est-ce que ce qui va être dit là-bas va nous être imposé en tant que membre du cadre de concertation? J'ai dit non. Si ça n'a pas de sens dans l'intérêt supérieur de la nation, mais nous allons refuser qu'il soit inscrit dans notre démarche. Donc c'est inscrit dans votre démarche ce déplacement d'Abidjan? Bon, vous voyez, ces questions provocatrices. Je vous dis que c'est une question interne au CDP. C'est une question qui n'engage pas le CEFOP. Voilà, c'est tout. C'est comme si au MCR, moi je me lève et je vais consulter un doyen de mon parti pour dire voilà la manifestation qui est organisée. Est-ce que le doyen peut être en Mauritanie, il peut être en Côte d'Ivoire, il peut être au Bénin, je vais le consulter. Mais maintenant, est-ce que ce que je vais entendre là-bas va me donner droit de l'imposer au CEFOP? J'ai dit non, c'est un cadre de concertation. On retient que le voyage du président Eddy Komboïgo du côté de la lagune Nébrié, ça rentre dans le cadre de la cuisine interne du CDP. Mais c'est une cuisine interne, personne ne l'a mandaté pour ça. C'est-à-dire que la question est posée parce qu'il est en même temps le chef de file de l'opposition. Personne ne l'a mandaté pour ça. Il est allé voir Blaise Compaoré qui se repose à Abidjan. Il est allé, ils se sont vus et puis il est revenu. Vous dites que il ne peut pas l'imposer au CDP. Donc la question aussi avait son sens, parce que c'est l'homme qui a programmé la marche. Je vous informe que c'est une démarche qui est purement interne au CDP et qui n'engage pas le CEFOP, qui n'engage pas le cadre de concertation des partis politiques. J'espère que j'ai été clair sur cette question. Merci, M. Tahirou Barry. Nous sommes au terme de cette émission. Merci d'être passé. Je l'ai dit, vous avez été auditionné au titre de représentant, sinon porte-parole du chef de file de l'opposition. Nous avons parlé de la marche des 3 et 4 juillet prochains, les enjeux de la marche, les questions de préparatifs. Merci, monsieur le juge, pour ces différentes clés de lecture. On va s'assurer que la prochaine fois, ils mettent du sucre dans leur café avant de venir, monsieur Barry. Merci d'être passé sur ce plateau. On l'a dit, vous êtes un habitué du tribunal de l'actualité. Une fois de plus, merci d'avoir honoré notre convocation. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. On se donne rendez-vous lundi pour faire la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité. Excellente journée.